Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast. L'épisode d'aujourd'hui est très spécial puisque je reçois mon premier invité dans ce podcast. Et d'ailleurs, c'est une invitée, donc ma première invitée. L'invitée d'aujourd'hui est Aziza Sarir, infographiste, web designer et artiste en général. Je l'invite aujourd'hui parce que non seulement Aziza vit de sa passion, puisqu'elle est entrepreneuse, mais surtout parce qu'elle a vécu une transformation remarquable dans sa vie, une transformation qui a chamboulé un peu les codes, les pressions sociales et qui lui a permis de se libérer et d'être enfin la personne qu'elle est vraiment. Je connais Aziza depuis des années et on a eu l'occasion de collaborer ensemble sur plusieurs projets à l'époque où j'avais mon agence de communication à Casablanca. Mais je ne connais pas encore son histoire, donc je vais la découvrir en même temps avec vous dans cet entretien. Aziza, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté de t'ouvrir à nous. Bonjour Safa, bonjour tout le monde. Merci à toi de m'avoir invitée et que je sois la première invitée, ça me fait vraiment plaisir. Et oui, le fait de papoter avec toi aujourd'hui et de partager des expériences, des moments intenses, des changements que j'ai vécu et que plusieurs personnes peut-être aussi ils ont vécu, ça me ferait un énorme plaisir de partager ceci et de dévoiler un petit peu des petits secrets, des petites astuces et surtout ce qui se cache plutôt au plus profond de moi-même. Très bien, superbe. Donc déjà pour qu'on puisse un peu donner le contexte, on parle de transformation. Les auditeurs peut-être ne comprennent pas de quoi on parle. Donc pourrais-tu nous dire exactement le changement par lequel tu es passé, en tout cas le changement majeur par lequel tu es passé pour que voilà, nos auditeurs comprennent un peu mieux ton histoire. Euh, alors, si on va parler de changement, moi j'ai envie de parler de plusieurs changements qui ont commencé et ça fait quand même de bonnes années, puisque le changement, comme j'adore toujours le dire, ça ne vient pas en un clic, ça ne vient pas d'un seul coup. C'est en fait plusieurs petits changements ou micro-changements qui m'ont suivi, que j'ai apporté à ma vie depuis de bonnes années, que ce soit dans le côté religieux, que ce soit dans le côté comportement, côté alimentation, côté look, côté surtout, ce que je voudrais dire, c'est le côté qui se cache toujours, qu'on ne dévoile pas et que les gens, ils peuvent voir ou pas, ça dépend de nos relations avec eux. Donc, ce changement-là, ou là, ces changements-là, ils touchent un petit peu tout. Ils touchent toute la personnalité, le tout qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais entrer dans les détails là tout de suite. Oui, vas-y. Donc, alors, comme tu l'as dit au début, je suis artiste multipotentialiste, en relation avec l'art, le tracking, et ceci depuis mon jeune âge, depuis mon enfance. Mais même si c'était un choix, en fait, de faire de cette passion une profession, de faire de ce que j'aime, ce que je suis aujourd'hui, et je suis graphiste et web designer et tout ce qui touche la partie digitale. Je fais même du consulting en branding de marque. Mais j'ai envie de dire que ce que je suis aujourd'hui, c'est le fruit de plusieurs changements, de plusieurs facteurs aussi sociétals, de formation, de famille, etc., qui ont fait que, pas que le choix de la profession, mais c'est aussi le choix de ce que je suis en tant que personne, avec mes attitudes, avec mes croyances, avec tout ce que je pense être vrai. Et la vérité que j'avais n'est pas celle que j'ai aujourd'hui, j'ai envie de dire. Par exemple, on va toucher, parce que en fait, j'ai beaucoup d'idées là en même temps pour les partager avec vous. Mais en fait, j'ai envie de dire que, par exemple, je parlerai d'un côté très important et primordial dans ce changement qui est la religion. Moi, ma religion, que j'avais toujours cru, interprétée, entendue, adoptée, suivie, c'était le fruit de cette religion qu'on m'a informée ou qu'on m'a inculquée pendant mes études, dans la famille, et même avec des recherches que je trouvais sur Internet, des livres, etc. Aujourd'hui, la religion, elle est restée la même,
mais ma perception de cette religion, c'est elle qui a changé. En fait, j'ai arrêté de consommer et de suivre ce que disent la famille, la télé, les ulamas, etc. Et j'ai cherché cette religion au fond de moi-même. Parce qu'avant, et j'adore dire ça, avant, même depuis en fait mon jeune âge, quand je pensais que quelque chose en relation avec la religion, elle était réellement ça, je me disais oui, c'est comme ça. Au fond de moi, je me disais non, il y a un truc qui ne va pas. Je vais donner un exemple assez pointu, par exemple pour le voile. Et ça, tu le sais, je portais le voile, ça fait maintenant 18 ans, je pense. Ah, quand même. La majeure partie de ta vie adulte, quoi. Absolument. Et le jour où je l'ai porté, c'était par pure conviction. Ce n'était pas mes parents qui m'ont obligée, ce n'était pas ma famille qui m'ont dit non, il faut que tu ne le portes, pas du tout. Je suis d'une famille conservatrice, enfin, respectueuse. Il y a des règles de la vie qu'il faut pas, il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. Ça, je l'avais, je pense, dans mon ADN depuis l'enfance. Mais le port du voile, c'était un choix. Mais en même temps, je me dis, est-ce que ce choix, il n'était pas dirigé, orienté par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à la famille, par rapport aux gens qui prêchaient et de dire que le voile, c'est une obligation. Aujourd'hui, les moments que j'ai passés en portant mon voile, pour moi, c'est des leçons. Parce que le porter, pour moi, c'était bien, c'est ce qu'il faut faire. Dieu nous a demandé de faire ça, il faut le respecter sans discussion. Mais il y avait au fond de moi une petite voix qui disait, pourquoi les hommes, ils ne portent pas le voile? Ou là, pourquoi les hommes, ils arrivent à porter des t-shirts et des shorts sans problème, et nous, les femmes, non? Pourquoi, quand je suis à la maison, il y a un cousin qui arrive, je dois me voiler et lui, il est tranquille avec son t-shirt et pas moi? Donc, il y avait des questions très basiques, très banales, très, très évidentes. Mais dans l'islam, on propose des réponses, je mets entre guillemets, des réponses à ces questions-là. Exactement. Et tu n'as jamais été convaincue de ces réponses? Non, la réponse que je me disais, c'était que Dieu, il a demandé ça, point. Je n'ai pas à discuter. C'était ça. Parce que pour moi, je disais, bon, quand Dieu nous demande un truc, il faut le faire et point. On n'est pas censé comprendre tout. Alors qu'au final, non. On est censé tout comprendre. Dieu, au contraire, il nous a demandé de comprendre certaines choses. Enfin, pas certaines choses. Il nous a demandé de chercher et de comprendre tout. Et de ne pas faire les choses bêtement, juste parce qu'on nous a dit. Même quand Dieu il a interdit certaines choses, il y a une raison derrière, qui est normalement logique et qu'on devrait comprendre. Dieu nous a demandé ça, alors que nous, pas ce qu'on faisait. Moi, j'ai entendu un jour, je pense que c'était au lycée, un prêcheur qui disait que le port du voile il est obligatoire et que voilà le verset qui le dit. Il a expliqué à sa manière, avec son interprétation, que pour moi, ça a vite, je l'ai adopté et je l'ai porté. Et quand je l'ai porté, je l'ai assumé. Donc ça, peut-être c'est une bonne chose que j'ai faite parce que j'ai assumé le port du voile et j'ai vécu avec pendant plusieurs années. Même quand j'ai chaud, quand j'ai envie de porter une mini-jupe ou un truc comme ça, je me disais, bon, c'est pas grave, au paradis, je vais le faire. C'est le genre de réponse que je me donnais. Mais au fond de moi, il y avait toujours cette petite voix que je laissais, arrête, tais-toi, non, reste comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu l'as dompté, au fait. Exactement. Mais cette voix, il n'a pas arrêté de se manifester, en tout cas. Donc, parfois, il était calme, parfois, il se réveillait. Et à chaque fois, parfois, je la faisais taire, parfois, je l'écoutais. Je me disais, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Avec, en fait, le changement, on va dire, intellectuel, le changement de l'ouaï, comme le mot ouaï est assez fort, voilà, l'éveil. Il y avait, enfin, si je reviendrai toujours au changement religieux, enfin, pas religieux, mais en relation avec la religion, parce que je dis la religion, il n'a pas changé, c'est notre interprétation de la religion qui change. Avec les changements que j'ai vécu dans ma vie, dans plusieurs volets, ce volet-là aussi, il était assez, on va dire, assez remarquable. C'est parmi les grands changements que j'ai faits. Et aujourd'hui, dire Aziza sans voile, avant, je dirais, c'est impossible. Impossible. C'est indiscutable. Et je le disais, en fait, à une certaine époque, c'était pour moi indiscutable. C'est comme ça, je le porte jusqu'à ma mort. Mais avec cet éveil, avec, en fait, quand tu t'entends, quand tu rentres à l'intérieur et cette petite voix, tu lui ouvres la porte et tu la laisses dire au moins ce qu'il en pense, et tu l'écoutes, tu trouves que, oui,
C'est assez logique. Voilà. Et donc, moi, pour finir avec ce chapitre-là, qui est religieux, qui est aussi important, en fait, parmi les changements que j'ai vécu dans ma vie, j'ai, pendant plusieurs années, on va dire 4, 5 ans, je n'ai pas arrêté de faire des recherches par rapport à ça, par rapport à la religion, qu'est-ce qu'il dit par rapport au port du voile. Parce que même si j'étais voilée, en fait, il y avait beaucoup de choses que je faisais, en fait, j'étais parfois contre-courant. Parfois, on m'appelle aussi féministe parce que je défendais plusieurs causes féministes alors que je portais le voile et c'était un petit peu bizarre, cette fille avec le voile et qui défendent, par exemple, un truc différent. Ça aussi, ça a fait que je me disais, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que celle qui parle au fond de moi, est-ce que vraiment c'est le look que je suis aujourd'hui? Donc, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai fait pas mal j'ai en fait, encore une fois, écouté pas mal de ulama, pas mal de chercheurs dans la religion, pas mal de personnes qui sont mieux placées que moi, en fait. Mais je ne me suis pas arrêtée là, cette fois-ci. J'ai écouté moi-même. Donc, j'ai fait pas mal de séances avec moi-même, pas mal de discussions avec moi-même, pas mal de discussions avec moi et Dieu, avec le Coran. Et j'ai finalement été convaincue, ou là j'ai décidé que porter le voile, ce n'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Et le pas, si je veux réaliser cette conviction, si je veux réaliser ce moi qui est à l'intérieur, c'est de m'enlever. Et donc les questions qui se posaient, qu'est-ce qu'on va dire? Les jours, la famille, ça fait 18 ans que je le porte, comment ça se fait? Je me suis posé ces questions, même si je me disais, mais moi, je m'en fous des gens. D'ailleurs, je le dis souvent, même en portant le voile, je m'en fous des gens, c'est pas un truc important. Mais au fond de moi, il y avait toujours, qu'est-ce qu'elle va dire ta tante? Qu'est-ce qu'elle va dire tes copines? Non, mais c'est pas normal. Quelle image tu vas donner? Et ces questions-là, elles sonnaient énormément au fond de moi et je me disais, c'est quoi le plus important? Et d'ailleurs, cette question, c'est la question miracle qui a fait que je sois une autre Aziza que celle qui existait avant, parce que avec tout ce qui se passe, que ce soit religieux ou autre, la question que je me pose toujours, c'est quoi le plus important? Le plus important, c'est quoi? C'est moi, et point. Ça peut être un peu de l'ego, mais oui, l'ego, il est là et autant le nourrir, parce que non, on l'écrase souvent, contrairement à ce qu'on dit. Donc, oui. Mais tu touches à une question tellement importante parce que je pense que beaucoup de personnes s'effacent pour faire plaisir à la société, à l'entourage et voilà, rentrer dans ce moule. Pourtant, au fond d'eux, ils ne se sentent pas bien, ils ne sont pas bien dans leur peau, mais juste que voilà, c'est comme ça pour eux et il n'y a pas autrement. Et ce autrement-là est difficile. D'ailleurs, la preuve, tout le monde ne peut pas faire ce que tu as fait. Ça a demandé des années de réflexion, ça a demandé beaucoup de courage. C'est pour ça que voilà, je t'invite à ce podcast avant même de découvrir ton histoire, parce que pour moi, tu as fait preuve d'un courage énorme. Je connais d'autres filles qui ont retiré le voile, enfin voilà, qui portaient pas le voile. Après, elles l'ont mise pendant 1 an et l'ont retiré. C'est pas pareil. 18 ans de voile et puis le retirer d'un coup, c'est pas la même histoire. C'est pour ça que je voulais vraiment creuser avec toi ce qui a fait que voilà, ton être, ton véritable toi voulait vraiment émerger. Mais ce que je veux comprendre, c'est qu'est-ce qui a déclenché, parce que tu as dit 4 ans de recherche, qu'est-ce qui a déclenché vraiment cette décision? Est-ce que voilà, tu arrivais face à un moment où c'était imminent et il fallait plus se mentir? Est-ce qu'il y a un événement qui s'est produit qui t'a fait décider visiblement du jour au lendemain, mais enfin, je sais que ça faisait des années que tu y pensais, mais qu'est-ce qui a déclenché cette décision-là? C'est le confinement. Merci, confinement. Le premier Alors, en un mot, le premier, en un mot, c'était le confinement. Mais effectivement, ça a pris plus que 4 ans, 4 ans environ que je cherchais cette réponse à cette question, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que si j'enlève le voile, est-ce que Dieu sera fâché de moi? Est-ce que c'est une bonne décision que je vais faire, etc. À signaler aussi que depuis le jour où j'ai porté le voile, je le portais, on va dire, correctement, parce que
Là, aujourd'hui, on va, sans juger les gens, bien sûr, on voit beaucoup de filles qui portent le voile avec, et se maquillent, portent des trucs serrés, etc. Moi, le port du voile, je l'ai porté, on va dire, avec des règles, parce qu'il y a aussi des règles que je suivais à la lettre. C'est des règles de genre que ça soit pas serré, que ça soit plus ou moins sans se maquiller, pour que la femme elle passe inaperçue, qui n'attire pas l'homme. Rien que ce grand titre-là, en le réalisant maintenant, ça me met en rage parfois, parce que c'est nous qui faisons tout pour que l'homme il soit séduit, pour que l'homme il fasse un péché, etc. etc. Donc, l'homme, lui, il est juste assis. C'est comme comment on appelle ça, une marionnette. On le fait monter, on le fait descendre comme on veut. Et donc, ça aussi, avec le côté féministe qui est en moi, donc ça aussi, ça me donnait encore plus de force pour aller chercher effectivement qu'est-ce qui se passe. Pourquoi c'est la femme qui va soit nuire, soit non pour une société, pour une famille, etc. Donc, suite à ces années de recherche, avec le confinement, enfin le premier confinement, il était très, très bénéfique pour moi. Parce que juste avant le confinement, en fait, j'avais fait une méditation qui a duré pendant 10 jours, méditation silence. En fait, c'était juste avant le confinement. Il n'y a pas d'hasard, mais c'était calculé. Et la méditation, en fait, elle consiste à ce qu'on soit dans un lieu avec d'autres personnes qui font la même chose, à ce qu'on soit concentré sur soi-même. Ça a duré 10 jours, avec des séances de méditation et le silence absolu. On ne parlait pas de téléphone, pas de télé, il n'y avait rien du tout. Ça s'appelle méditation vipassana. Et j'ai passé 10 jours sans téléphone, sans connexion avec l'extérieur. Le monde extérieur. Et j'étais connectée avec moi-même. C'est une retraite silence avec soi-même. Et pendant cette méditation-là, ou cette retraite silence, j'ai vraiment retrouvé les réponses. On va dire, j'étais un peu dans la philosophie, j'étais un peu dans des questions existentielles. Je me posais des questions existentielles. Tu vois, quand tu parles à personne, tu es toute seule, avec toi-même, jour 1, 2, 3, 4, il y a des questions qui ressortent. Et puis pendant 12 jours, c'était ça, c'était va, creuse au fond de toi-même, connecte-toi à cette divinité et trouve des réponses qui te tourmentent. Et c'était ça, je suis redescendue au fin fond du puits et je me posais beaucoup de questions. Et je portais le voile, bien sûr, même dans le hall de méditation. Un jour, on dirait que j'étais étouffée. Je n'arrivais pas à le porter. Et donc, j'ai mis le turban. On était que les filles d'un côté, les hommes de l'autre côté. Donc, dans nos dortoirs, il n'y avait que les filles, donc je pouvais sortir avec demi-manche, avec les cheveux lâchés. Et c'était en un clic, je me suis sentie étouffée. Le lendemain, lors de la méditation, je suis partie avec un turban. Voilà, je l'ai passé comme ça. Et depuis ce jour, je portais le turban. Donc, la méditation, et moi, enfin, ça va paraître peut-être normal, mais quelqu'un qui porte le voile comme il se doit, toujours avec ses règles, et qui change la manière de s'habiller en turban ou en demi-manche, pour moi, c'est que la croyance dans le port du voile, elle a changé. Elle a commencé à se fragiliser. Voilà. Donc, je portais le voile depuis. Donc, on a fini la méditation, je suis rentrée à Casa et je portais le turban toujours. Donc, je commençais à porter des demi-manches, etc. Donc, pour moi, depuis le jour où j'ai changé, depuis le port du voile classique au turban, c'était ça le déclenchement. C'était pendant la retraite silence et le confinement. Quand je dis confinement, pour moi, confinement, c'était aussi une retraite silence. Confinement 1, on était confinés chez nous, il n'y avait que moi et Badr, mon mari, et c'était une déconnexion totale avec le monde extérieur. On ne sortait pas, on faisait vraiment très attention, il n'y avait que lui qui faisait les courses, moi j'étais vraiment, comme je bosse, comme j'arrive à bosser de chez moi, donc c'était pour moi plus ou moins simple, on est tout le temps connectés et tout, mais en même temps il y avait cette déconnexion avec le monde extérieur, une reconnexion avec soi-même. C'était la suite de la retraite silence que j'ai faite et les questions que je me posais, je commençais à avoir pas flou,
Plus Euh, clair. voilà, plus clair, exactement. Donc, je commençais à avoir plus clair par rapport à ces questions, par rapport à Dieu, pourquoi il nous a créés, par rapport à qu'est-ce que je suis censée faire dans cette vie, par rapport à ma religion, par rapport à ma fonction ou ma mission dans cette vie terrestre, etc. Donc, il y avait vraiment des questions existentielles qui m'ont hantée pendant plusieurs semaines et auxquelles, en même temps, en répondant à chaque fois à une question, c'était un apaisement profond. Donc, c'était comme si, voilà, il manquait des morceaux du puzzle de ma vie et je commençais enfin à les remplir et à voir mieux. Enfin, je voyais les fleurs et les abeilles, mais je commençais à voir mieux les pétales des fleurs, etc. Donc, c'est comme si j'ai fait un zoom sur la vie, sa charme, sa beauté, etc., avec cette manière-là. Donc, c'était une suite. Et depuis, donc, il y a toujours des questions qui se posent et des réponses qui vont suivre. Donc, pendant le confinement, après le déconfinement temporaire qu'il y a eu, on a fait un petit voyage avec des amis et c'est là où j'ai vraiment enlevé le voile complètement. Donc, je me suis fait boucler les cheveux et j'ai porté une robe et puis hop, je suis partie à la plage. C'était ça. Depuis, je n'ai pas fait marche arrière et c'était ça en fait pour moi. Donc, logiquement, quand je fais un pas, je le fais en le calculant. Enfin, le calcul, le mental aussi, c'est un autre sujet, mais vraiment, moi, je suis très maniaque, très je réfléchis, j'aime calculer les choses et faire les choses comme il se doit, parce qu'on a vécu depuis notre enfance. Donc, c'était ça. Alors, ce que j'aimerais c'est en quoi est-ce que le voile a été un frein dans ta vie de tous les jours? Parce que souvent on entend les filles dire bon bah c'est juste un morceau de tissu sur la tête, c'est pas un problème. Enfin, en quoi ça a été un frein pour finalement te retrouver et être véritablement toi, Aziza? J'ai deux réponses. La première, elle dit que ça n'a jamais été un frein. C'est la réponse que je me faisais croire. Mais au fond de moi, non, c'était un frein. C'était un frein parce qu'il fallait que je respectais ce voile, qui est juste un morceau de tissu sur ma tête. Enfin, je parle de moi, de mon expérience. Parce qu'il y a d'autres filles qui portent le voile et qui n'en ont pas ces contraintes que j'ai vécues moi. Par exemple, porter des trucs spécifiques, des couleurs flashy, des vêtements légers, etc., je ne pouvais pas les porter. Même dans les achats que je faisais pour m'habiller, donc c'était galère. Déjà, on ne trouvait pas des vêtements tendance qui sont plus ou moins longues, larges et tout, contrairement à ces jours-là. Mais en même temps, c'était pas évident. Je partais toujours chez le couturier pour faire un design spécifique par rapport aux vêtements. Donc, côté vêtements, oui, il y avait un grand souci. Mais encore, à Azizek que je suis, au fond de moi, je suis quelqu'un qui rigole tout le temps, qui chante tout le temps, qui adore danser, qui adore rigoler en public. En portant le voile, non, je ne pouvais pas faire ça. En étant voilée, même avec des amis dans un café ou dans un resto ou le soir, je ne pouvais pas danser. Parce que danser en étant voilée, pour moi, c'était impossible. Alors que je suis quelqu'un qui adore ça, qui est tout le temps en ashta, donc j'adore. Et entre parenthèses, il y a des filles voilées qui arrivent à lier les deux, le voile et être voilà, elle-même. Exactement. Mais pour moi, comme je t'ai dit, c'était dans mon cas, le port du voile, il faut que tu passes inaperçu. Une fille voilée qui se fait remarquer avec son make-up, avec ses vêtements flashy, avec son air joyeux, ça ne collait pas dans ma tête. C'était non, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Soit elle l'enlève, soit je faisais aussi des jugements. Aujourd'hui, non, je me dis que toute personne, voilée ou pas, elle fait sa vie comme elle veut. On n'a pas à juger une personne sur son voile ou pas. Mm-hmm. Et donc, il y avait la vraie moi qu'on ne voyait pas, enfin en public, mais bien sûr chez moi avec ma famille et tout, j'étais ce que j'étais. Mais à l'extérieur, il y avait toujours ces freins. Il y avait toujours non, ne fais pas ça, ça ne se fait pas. Si on rigole en groupe, on ne doit pas entendre mes rires. Non, ça ne se faisait pas. Donc, c'était en fait pour moi la forme. Et je le disais au début, c'était la forme. Il y avait des règles à respecter quand on portait le voile. Donc, c'est des règles que j'ai appliquées depuis le lycée. Donc, ça a pris du temps. Ça a grandi avec moi, en effet. Alors que non, le porter ou pas le porter,
c'est- ça ne devrait pas en fait affecter qui nous sommes réellement. Mais moi, c'était un grand blocage. C'était vraiment un grand blocage. Et donc là, c'est une libération, sans pour autant dire que les filles voilées devraient enlever le voile ou pas, ou Alors rigoler en justement, public. je rebondis sur ce point important, Aziza, parce que l'objectif de ce podcast n'est pas de demander aux filles voilées de retirer leur voile. C'est pas du tout mon objectif avec ce podcast. En fait, je pense qu'on a tous en nous un fardeau. Qu'on porte, un bagage qu'on porte qui ne nous sert pas. Ça peut être un bagage émotionnel, ça peut être un bagage, je ne sais pas, culturel, mais quelque chose qu'on transporte avec nous, qui nous bloque, qui freine notre, voilà, notre émancipation et notre libération pour vraiment faire jaillir notre véritable soi. Alors pour Aziza, ça a été le voile. Pour moi, je suis sûre que j'ai d'autres bagages culturels qui ne sont pas le voile que je transporte avec moi, qu'il faudrait à un moment donné m'en libérer pour que je puisse enfin être moi. Et je pense que c'est le cas de milliers, pour pas dire de millions de gens. Dans le cas d'Aziza, c'est illustré parce qu'on voyait visiblement voilà, le bout de tissu qu'elle portait. Et ensuite, elle l'a retiré. Mais ce podcast n'est pas une invitation aux filles. Absolument On est en pas. train de les inciter à retirer leur voile. Et voilà, donc c'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de casser un peu les codes. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de réflexion. C'est pour ça qu'Aziza, elle partage avec nous son process et comment elle en est à arriver là, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais t'ont appris ces années-là, Aziza, de femme voilée? Qu'est-ce que tu as appris pendant ces années-là? Qu'est-ce que j'ai appris? Alors, j'ai appris à m'écouter. Et je réalise que notre vie, on l'a choisie, on ne la subit pas. Ça, c'est très profond et très important pour moi parce que je n'arrête pas de me le répéter. On n'a pas à subir quoi que ce soit. On n'a pas à subir une religion ou une mauvaise compréhension de la religion. C'est vrai que je n'incite pas les gens à enlever le voile parce que moi, pendant ces 18 ans, j'étais convaincue que je vais porter le voile jusqu'à ma mort. Et c'était indiscutable. Une fois j'ai eu cette réflexion avec moi-même, j'ai réalisé que oui, je peux enlever le voile et continuer à vivre comme je le souhaite. Et au contraire, je vais dire un constat, c'est qu'une fois j'ai enlevé le voile, je me suis sentie plus proche de Dieu qu'avant. C'est incroyable, mais il y a cette connexion, et d'ailleurs je l'ai vécu profondément dans la retraite silence, et que je continue à la sentir et à la vivre chaque instant, cette connexion divine, c'est que, d'ailleurs dans le Coran, il y a pas mal de versets qui disent que Dieu ne regarde pas ce qu'on porte, ou ce corps, c'est l'âme. Et l'âme, c'est un positionnement plus élevé que notre corps. L'âme, elle est plus élevée, donc comment on la nourrit? Si on va mettre le voile, faire sa prière et enfin respecter des règles qui ont été faites alors qu'au fond, on n'est pas bien, on insulte les gens, on fait le riba ou namima qui est plus grave qu'autre chose, ça je trouve que c'est plus grave. Sans bien sûr juger, mais ce sont des convictions aujourd'hui actuelles qui peuvent changer bien sûr dans le futur. Parce que moi je dis, il n'y a pas une seule vérité. Et nous, puisqu'on est en train de vivre, on est en train d'apprendre et de changer. Le fait de dire que je crois en ça, que ça va rester, c'est pas un éveil. Mais l'éveil, justement, il dit que aujourd'hui, ce que je crois, il peut changer dans le futur par rapport à où je vis, ce que je fais, par rapport à cette connexion divine, justement. Et je dirais que la connexion divine, c'est la clé. Plus on est connecté, plus on est... Ça peut être pas forcément en faisant la prière, ça peut être en méditation, ça peut être rien qu'en lisant, ça peut être en marchant, ça peut être en contemplant une petite fleur. Tout ça, ça nous rapporte beaucoup par rapport à nos croyances. Donc, j'en sors avec la conclusion qu'il faut choisir. Et tout ce qu'on a
Tout ce qu'on est en train de subir, ce sont nos choix. Dieu, il ne va pas donner le bien à une personne et pas à une autre. Non, ce sont nos choix personnels qui font ce que nous sommes aujourd'hui, qui font ce qu'on a aujourd'hui, qui font comment est notre santé, comment on est entouré. S'il y a des gens négatifs autour de nous, ce sont nos choix. S'il y a des gens qui nous blessent tout le temps, ce sont nos choix. Il n'y a pas un truc, non, un amskin, comment on dit ça, on m'a fait, non, ce sont nos choix. Tout ça, c'est question de choix. On est dans cette vie créée par Allah subhanahu wa ta'ala, équito. Il n'y a pas une personne mieux qu'une autre. Et j'insiste sur ce point parce qu'avant, pour moi, c'était tout le contraire. J'avais une grande malcompréhension de ça. Que Dieu, il donne à une personne et pas à une autre. Non. Dieu est adil. Il n'y a pas, on ne peut pas dire autrement sur Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est comment dire, c'est un tort, c'est un grand tort comme se fait à nous-mêmes et à Dieu subhanahu. Donc, chaque matin, je me dis que j'ai droit à être libre, joyeuse, heureuse. Chaque matin, je me dis que je vais sentir la vie avec les moindres détails. Quand je tiens mon téléphone, quand je bois mon café, dans la terrasse du café, franchement, il faut qu'on profite de chaque instant. Et ça, c'est un grand changement que je suis en train d'adopter et de perfectionner de jour en jour. Wow. Dis-moi, la question cruciale que tout le monde a dû sûrement te poser, c'est comment ta famille, ton mari ont pris la nouvelle et ont pris ce changement-là? Alors, mon mari, déjà, il était parmi les premiers encourageurs. Il m'encourageait énormément à l'enlever. Il était contre. J'en doute pas. Alors, moi, avant d'enlever le voile, c'était pour moi important de le dire aux parents. Surtout aux parents. C'est pas pour avoir leur autorisation, mais c'était à titre pour les informer. Que ça soit pas le choc-tac, que je sois pas voilée. Je voulais le faire par politesse, on va dire. Donc, quand je l'ai dit à mon père, je lui ai dit, papa, je vais enlever le voile. Il m'a dit, Brok. Ah oui. Moi, c'était. Félicitations. Comment ça se fait? C'est vrai que mon père, il a toujours été là, en fait, durant mon éducation, il me disait toujours, fais les choses bien comme tu les sens. Point. On n'a jamais été là en train de discuter mes choix, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Non, il me donnait des conseils, des orientations et puis point. Le jour où j'avais porté le voile, et sans leur demander leur avis, c'était hop, sur un côté, je l'ai porté. Il m'a dit, tu es sûr que c'est ce que tu veux faire? J'ai dit oui. Il m'a dit, laisse. Et le jour où je lui ai dit que je vais l'enlever, il m'a dit, Brok. Il m'a dit, Iman, c'est ici. C'est tout. Quand je l'ai dit à ma mère, je ne sais pas, peut-être que c'est des idées que je me suis faites. Je me disais que mes parents aussi voulaient que je le portais. Parce que oui, dans la famille, on est 4 sœurs et on porte toutes le voile sauf ma petite sœur. Mais je ne sais pas, peut-être que c'est juste des idées que je me suis faites au fil des années en croyant que les parents ils voulaient que je portais le voile. Ma mère, quand je lui ai dit que je vais l'enlever, elle m'a dit, je ne t'ai jamais demandé de le mettre. C'était la réponse. Je me disais, tiens, mais c'est vrai, on ne l'a jamais demandé. Mais mes parents, ils ont toujours insisté sur le côté akhlaq. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis, ce que je vais dire, bien sûr, côté études, etc. Voilà, c'est les valeurs, c'était très important par rapport à ce qu'on portait et tout. Comme je t'ai dit au début, déjà à la base, je ne portais pas, par exemple, des vêtements serrés, etc. Ce n'était pas dans le lieu où j'ai grandi, donc pour moi, c'était l'évidence. Mais côté voile, la réponse de mes parents, elle m'a un petit peu étonnée parce que je me disais, waouh, dans ma tête, je me suis formée carrément une idée et je l'ai adoptée comme quoi il fallait que je le portais. Mais tu t'attendais à quoi? Je m'attendais au moins à pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es changé pendant toutes ces années, tu vas l'enlever. Je m'attendais à ça, mais non, il n'y avait même pas une question de pourquoi. C'était à mes frères et sœurs, je ne l'ai pas dit à tous,
ils l'ont découvert le jour où ils m'ont vu sans voile. Mais il y avait ma sœur qui m'avait dit pourquoi. Et je lui ai dit que c'était la conviction avec laquelle j'ai porté, c'est toujours une conviction avec laquelle je l'enlève, parce que c'est question de conviction, c'est question de, en fait, au-delà de la conviction, mais c'est la sérénité. En fait, je suis plus zen, parce que le jour où j'ai vraiment décidé de l'enlever, il n'y avait pas ces questions. Ça y est, j'avais fini avec ce chapitre de non, ici c'est une obligation et que tu as mal interprété le verset. Non, c'était pour moi assez clair. Et hop, je l'ai assumé, je l'assume encore. Comme il y a le confinement, donc pas toute la famille m'a vu, je sais qu'il y aura des questions, je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront choquées à entendre ça. Il y a ma cousine, en fait, qui m'a envoyé un message. Il m'a dit, je suis choquée à voir que tu as enlevé ton voile, mais je t'aime toujours parce que je sais qu'au fond de toi, ça n'a pas changé. Et ça m'a fait sourire parce qu'effectivement, on a souvent cette tendance de juger la personne selon son look, s'il est voilé ou pas, ou s'il est voilé, il l'a enlevé. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, etc. Je sais que ce genre de jugement, il y en aura et ça ne me dérange pas du tout parce que je suis tranquille avec moi-même et ça, c'est le plus important. Mmh, mmh. Comment est-ce que ce changement a impacté ton business et ton travail en général? Alors oui, en parlant de ça, je parlais surtout famille pour la question précédente, mais presque tous les amis ils étaient contents de me voir avec ce look. Presque tout le monde. Ah, ça te va bien. Ah oui, c'est bien, tu as rajeuni. Ça change, c'est ça, Aziza, etc. Donc, par rapport à famille, amis, c'est un peu différent. Et par rapport à mes relations, côté social, côté entrepreneuriat et tout, c'était, en fait, je sais pas, je me sens un peu plus créatif. En fait, je veux pas dire de mauvais trucs sur le port du voile, mais effectivement, c'est lié c'est comme s'il y a des chaînes. On veut faire la chose, mais attention, on ne peut pas la faire parce qu'il faut respecter. Et donc, c'est ça qui bloque. Et c'est surtout un blocage que j'ai moi fait. C'est pas le voile qui a causé ça, mais c'est ma perception à moi du voile, c'est les règles que j'ai suivies du port de voile qui ont fait qu'il y a ce changement. Parce qu'il y aura sûrement des filles voilées qui vont dire ah non, ça n'a rien à voir. C'est intéressant en fait, quelque chose que tu t'es auto-imposé. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que dans ton cas, ça a été le voile, mais dans le cas de beaucoup de personnes, c'est autre chose. On s'auto-impose certaines règles qui nous freinent, qui nous bloquent et qui nous permettent pas d'évoluer, d'avancer, voilà, d'être libre dans sa pensée. Donc, on est contraint, on est dans cette cage, mais au fait, on s'est auto-encagé, sachant que toi et moi et beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast, on a la chance de vivre dans des pays qui nous permettent de faire certains choix, la liberté individuelle. Donc, on ne parle pas de pays qui t'obligent à avoir un certain habit vestimentaire. Donc là, on est dans des pays démocratiques, on a la liberté de s'habiller comme on le veut. Mais même dans ces pays-là, parfois, on se construit des idées, des pensées, des croyances qui, en fait, nous freinent et nous bloquent et nous ne permettent pas de nous libérer et d'exprimer son véritable soi. Donc, oui, ça rejoint exactement ce que tu disais. Tu te l'es auto-créé parce qu'effectivement, il y a d'autres filles et femmes qui portent le foulard qui, on va dire, dans les mariages, moi, je les vois, elles s'éclatent, elles se déhanchent, il y a les hommes aussi. Donc, elles se disent pas, non, je porte le voile, je vais pas me maquiller, je porte le voile, je vais pas mettre du vernis à ongles, sachant que, voilà, il y a des écoles dans l'islam qui ne te permettent pas de faire ce genre de choses. Absolument, oui. Mais tout à fait, ce sont des choses qu'on s'est créées dans notre imaginaire, on va dire. Exactement, tout à fait. J'appellerais ça fondre dans le moule. C'est comme si on va suivre ce que font tout le monde pour être comme tout le monde. C'est un gabarit qu'il faut respecter, être bon élève, être excellent professionnellement, s'habiller correctement, avoir un mari, des enfants, une maison, etc. C'est le gabarit. Et ça, en fait, en parallèle avec le voile, comme j'ai dit, il y a pas mal de changements que j'ai vécu dans la vie, notamment d'assumer ses choix. Souvent, on me dit pourquoi tu n'as pas encore d'enfant.
c'est un choix. Le fait de dire que c'est un choix, ça m'a posé pas mal de problèmes, pas mal de questions, pas mal de regards qui sont bizarres. Parce que non, quand tu te maries, il faut avoir des enfants. Mais non, quand j'ai choisi de ne pas avoir des enfants, c'est un choix. C'est pas le moment. S'il y a des enfants, oui, j'adore les enfants et les bébés, je peux choisir de ne pas les avoir. Et c'est un choix parmi une multitude de choix qu'on fait dans notre vie que les autres, ils se disent non, voilà ce qu'il faut faire, c'est le gabarit. Et moi, franchement, de plus en plus, je suis contre ce gabarit que tout le monde doit respecter parce qu'on est libre. Et le fait d'être libre, c'est de faire ce dont on a envie de faire, ce qu'on nous, on veut faire. Et encore, il y a pas mal en fait de sujets qui choquent plus ou moins mon entourage, qui choquent et qui impressionnent en même temps, parce qu'il y a des choix que je fais dans ma vie aujourd'hui qui sont bizarres. Le fait que je ne sois pas salariée, ça a été une longue discussion de plusieurs années. Même ma mère, elle me disait, quand est-ce que tu vas aller bosser? Je lui dis que, enfin, elle sait qu'il y a mon entreprise, je suis chef d'entreprise, mais pour elle, non. Il faut aller travailler avoir un salaire mensuel, travailler de 8 heures à... Non, c'est pas ça ce que je voulais. Donc, le fait qu'elle accepte ça, qu'elle admette ça, ça a pris pas mal de temps. C'est normal, c'est pas dans ses habitudes. On n'est pas une famille d'entrepreneurs. Mon père est de l'enseignement, mes sœurs aussi. Donc, c'est la femme. D'ailleurs, le meilleur métier qu'une femme puisse avoir, c'est d'être enseignante. Comme ça, elle a des vacances, elle peut s'occuper des enfants et tout. Donc, ce genre de réplique ou de... Ça, aujourd'hui, ça me fait marrer. Avant, ça me faisait un peu énerver, mais aujourd'hui, je me dis, c'est des visions. Chacun a la division qu'on n'a pas à adopter, en tout cas. Aujourd'hui encore, pour ne pas se concentrer que sur le voile, même si c'est le sujet phare, aujourd'hui, on a décidé de tout lâcher, de faire le tour du Maroc, par exemple. Et ça, c'est waouh! Soit waouh, comment vous faites, soit non, il faut que vous soyez stable, il faut acheter une maison, une voiture et avoir des enfants. Et pour donner un peu de contexte, vous habitez, toi et ton mari, à Casablanca, et vous décidez de vendre tous les meubles, de vendre tout ce que vous avez, et quitter votre maison pour faire le tour du Maroc. Est-ce que c'est dans l'optique d'un voyage ou c'est vraiment pour même travailler à distance, en télétravail? Comment est-ce que vous comptez En fait, ça a plusieurs volets, notamment Casa. Moi, je l'adore. J'ai vécu à Casa, je suis née à Casa, mais ça épuise. Et on est arrivé à un moment où on est vraiment épuisé. Donc, le choix de tout lâcher et de quitter, c'est un choix déjà de s'éloigner un peu de Casa. Ces rencontres, ces cafés, ce business, ce bruit, quand tu vas à un point, à un autre point, tu passes 1 heure ou 1h30 embouteillage et tout ça. Donc, tout ça, bof, on s'est dit, c'est bon, il faut qu'on arrête. Et déjà, moi, je travaille à distance, donc je travaille dans le digital, donc je fais tout digitalement, Badr aussi. Donc ça, on va dire, c'est un choix qui nous a permis en fait de faire ce grand choix qui est le fait d'aller bosser où on veut. Donc, ça ne va pas arrêter en fait notre travail, qui est une passion. Hein. Moi, j'adorerais dire ça comme passion, parce que même le fait de travailler dans l'urgence, tu le sais, en agence de com, il y a toujours les clients qui arrivent à la dernière minute et qui veulent les trucs parfaits. Je suis aussi perfectionniste, donc ça, j'accumule les retards, etc. Donc, en essayant de faire les choses bien, même si c'est ma passion, parfois je me sens stressée en faisant ça. Et ça me dérange. Et ça me dérange encore. Donc aujourd'hui, j'essaie de minimiser plus ou moins les projets urgents. Le mot urgent, d'ailleurs, je le bannis de mon vocabulaire. Et on essaie en fait de faire les choses plus aisément. Puisqu'au final, pourquoi on fait tout ça? C'est parmi les questions que je me pose à chaque fois. Pourquoi on bosse? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais créer un logo, un site web? Pourquoi je vais collaborer avec une personne? Pourquoi? Il y a beaucoup de pourquoi. Je suis revenue à l'enfant qui dit pourquoi? Et donc, oui, pourquoi tout ça? Pourquoi on subit encore un rythme, une vie qu'on ne veut pas? Donc, moi, je dis souvent que ce que je fais, c'est le design et j'adore ça, mais je me retrouve parfois en train de stresser en faisant ça. Mais non,
J'ai choisi de ne pas faire le salariat en étant entrepreneur. J'ai créé ma propre entreprise. Mais au final, je me retrouve en train de stresser avec ça. Non. Non, mais En c'est fait, génial ce que tu dis parce que ça remet tout en perspective et tu fais 2 pas en arrière pour avoir du recul et voir les choses un peu plus ouais, clairement. D'ailleurs, je ne sais pas, enfin, exactement. Simon Sinek, qui est un auteur connu aux États-Unis, il a publié un livre qui s'appelle Why. Et d'ailleurs, même sur les réseaux sociaux, il dit toujours, voilà, commencez toujours par la question pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Et c'est ça qui va, au fait, animer vos actions. Et tu as raison complètement de te poser cette question. Je pense que le problème, c'est que nous, généralement, on ne prend pas le temps de répondre à ces questions importantes parce qu'elles sont difficiles. La réponse demande la réflexion, du temps et du courage, encore une fois, pour être sincère avec soi. Ouais. Et toi, si tu as pris encore une fois le temps de répondre à ces questions, c'est que voilà, tu as eu le courage, tu as eu le courage de le faire. C'est pas donné à tout le monde. C'est plus facile d'avoir la tête dans le guidon et d'avancer, de continuer, que de se poser, faire pause et puis Mhm. prendre le temps de la réflexion. Exactement. C'est un pas important et j'encourage franchement tout le monde à faire ça. Ceux qui courent tout le temps, euh, urgent, urgent, il faut faire ça, bof. Parce que souvent, quand on a des choses à faire, une grande to-do list à faire, et qu'on tombe malade, on peut se poser. Donc, faites comme si vous êtes malade, même si je ne l'espère pas, mais bon, c'est le seul cas où je vois les gens arrêter de courir quand ils sont de force majeure. Et Mm. la force majeure aujourd'hui, c'est d'être malade, de ne pas être capable de continuer cette course. Mm. Donc, faisons comme si aujourd'hui je suis malade et je me pose ces questions. Mm. Et la réponse est peut-être oui, je veux ce rythme, je veux continuer à courir. Parce que oui, moi, je me suis posé ce genre de questions il y a 6 ans ou 7 ans. Oui, c'était ça ce que je voulais. Les agences de com, courir, faire des nuits blanches. J'ai fait beaucoup, beaucoup de nuits blanches. Et c'était pour moi un grand épanouissement. Mais au final, quand je me repose toujours la question, parce que oui, il faut toujours se reposer les mêmes questions, est-ce que réellement c'est ce que tu veux? Non, c'est pas ce que je veux. Donc, une fois la réponse elle est assez claire, c'est bon, on peut faire le pas. Mais quand on hésite encore, non, je veux pas, je sais pas. Non, prenez encore le temps à chercher cette réponse. Vous pouvez ne pas l'avoir. C'est pas méchant. C'est pas le bon moment en fait pour ce changement. Le changement, il vient pas en un seul clic en fait. Il faut pas changer juste pour changer, pour faire comme tout le monde. Non. Il y a des salariés qui sont vraiment épanouis. Ça, c'est tant mieux. C'est leur choix, c'est un mode de vie qu'ils ont adopté. Heureusement d'ailleurs, heureusement pour les Exactement, chefs exactement. d'entreprise, Il pour faut les en être fier. sociétés, pour les clients. Tout à fait. Peu importe le choix en fait qu'on est en train de faire, voilé ou pas, salarié ou pas, marié ou pas, avec enfant ou pas, tout ça, ce sont juste des clichés. L'important en tout ça, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux? C'est aussi ça. Mais quand on accepte ce qu'on est réellement et ce qu'on est, c'est le fruit de nos choix. Et souvent, il y a les gens qui disent c'est plus fort que moi, je ne peux pas. Oui, quand on est dans le bain, on dit que c'est plus Excuse, fort on que le moi. sait, hein. Comment? C'est une excuse. Exactement. Mais quand on est dedans, on ne se rend pas quand on se dit non, toi, enfin, on me dit souvent que toi, tu as cette liberté d'avoir ton temps libre. Je n'ai pas à bosser de 8h à 18h, mais c'est un choix que j'ai fait. Ou là, toi, tu n'as pas d'enfant, tu es plus libre. Mais c'est un choix, justement. Et donc, c'est ça. Donc, c'est un choix que j'assume. Aujourd'hui, si j'ai des enfants, je vais l'assumer. Je ne vais pas me dire, ah non, Nemskina, j'ai des enfants, c'est pour ça que je ne peux pas. Ou là, ah non, je bosse de 8h à 18h, je ne peux pas aujourd'hui organiser un podcast à telle heure. Ce sont juste des choix et autant les assumer. Moi, c'est juste ça. En fait, ce qui est important quand on se réconcilie avec soi-même, c'est d'accepter ce que nous sommes en train de vivre chaque instant. Et le fait de se je sais pas, de dire que non, ça va pas, ça va pas, ça va pas, il y aura toujours des ça va pas. Mais qu'est-ce qui va? Et ce qui va, on le retrouve toujours au fond de nous. Et c'est ça le plus important. C'est magnifique comme message. Je voulais qu'on revienne sur un point que tu as évoqué que j'ai trouvé hyper intéressant. C'est que la vérité qu'on peut avoir il y a 5 ans peut évoluer. Elle peut ne pas être la même vérité 5 ans plus tard. Et je pense que la difficulté pour la majorité d'entre nous, c'est qu'on n'aime pas
paraître comme des personnes qui changent d'avis. Donc, on reste sur ses positions, on reste sur, voilà, et ça montre qu'on est sûr de soi, qu'on voilà, on a fait les bons choix et qu'on les assume jusqu'au bout. Mais qu'au final, on se fait du mal, hein, surtout si on n'est plus d'accord avec ce qui était une vérité pour nous il y a 5 10 ans. D'ailleurs, je l'ai vécu moi-même et je sais qu'avec mes parents, parfois, enfin, on me dit, bah, quand tu étais ado, tu disais ça. Quand tu étais jeune fille, tu disais ça. Je dis oui, mais j'ai pas eu le vécu et l'expérience que j'ai eu maintenant après tant d'années de vie. C'est qu'aujourd'hui, je suis une personne qui a vécu, qui a eu de l'expérience, qui a vu pas mal de choses, qui a aussi voyagé. Donc, mes perceptions ont certainement changé. Donc, vous pouvez pas me tenir sur des propos que j'ai tenus à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, je n'ai pas eu la même exposition, la même expérience que l'expérience que j'ai aujourd'hui. Donc, Aujourd'hui. donc voilà, donc la vérité peut évoluer, peut se transformer au fil du temps, au fil de ses expériences, au fil de son voyage dans la vie, on va dire. Et je pense que ça aussi, on devrait en parler davantage et s'autoriser à changer d'avis. C'est OK de changer d'avis. On n'est pas obligé de rester sur les mêmes points de vue, que ce soit point de vue religieux, politique, social, etc., qu'on a eu quand on était enfant ou adolescent. Donc, au fil du temps, on peut changer d'avis, surtout si ce sont des avis construits, qui ont été réfléchis et bien pensés. Absolument, je te rejoins à 1000%. Je pense qu'on a tous vécu ça, même après l'adolescence, en étant enfant, adolescent ou adulte. Euh, j'ai même envie de dire que les vérités ou les avis que j'avais il y a une semaine, ils ont changé aujourd'hui. Et en fait, au fond, quand tu as dit, quand tu l'as bien souligné, quand on change d'avis, on risque, on pense qu'on va paraître ridicule, je sais pas, ce genre de choses. La question que je me pose encore une fois, c'est quoi le plus important? Comment l'autre il va juger cet avis qui n'est plus d'actualité ou comment moi je vais le prendre et je vais le dire. À titre d'exemple, moi je suis connue depuis mon enfance que je suis quelqu'un qui a une tête dure. Quand je veux un truc, je le veux. Quand je dis ça, c'est ça ou rien. Et effectivement, je l'ai vécu pendant plusieurs années et c'était comme ça, notamment pour le port du voile. Pour moi, c'était la vérité. Et quand on discutait, il y avait j'ai un cousin qui habite en France, qui a vécu en France d'ailleurs, et le jour où il m'a vu, depuis l'enfance, on ne s'est pas vu, puis on s'est retrouvés. Il m'avait demandé, pourquoi tu le portes? Je lui ai dit, parce que c'est une obligation. Je pense que c'était les vacances de l'année où je l'ai porté. Il m'a dit, qui t'a dit qu'il faut le porter? Je lui ai dit, Dieu. Il m'a dit, c'est quoi le verset? Je lui ai dit, je ne me rappelle pas du verset. Parce que, effectivement, j'avais juste écouté et suivi un monsieur qui a dit qu'il faut le porter. Il a évoqué le verset, mais je ne me rappelle pas du verset. Mais pour moi, l'interprétation qu'il a donnée, c'était ça. Et après cette rencontre, en fait, je me suis posé la question. Et ça m'a fait, ça a fait bouger mes méninges. Mais je me disais, bon, lui, il ne s'y connaît pas en religion, il a vécu en France, donc il n'a pas à me parler de ça. Aujourd'hui, en fait, je réalise effectivement qu'en fait, il y a des scénarios qui remontent, qui sont vraiment... en fait, je me vois en train de dire, d'avoir ou d'adopter des avis et des croyances et des vérités. Et pour moi, ils étaient question de vie ou de mort. Mais aujourd'hui, non. Ça a complètement changé. Aujourd'hui, carrément, en fait, on me dit que j'ai changé par rapport à ma manière de faire, par rapport à ma manière de discuter, par rapport à ma manière de débattre. Je suis plus zen, je suis plus ouverte, j'accepte plus les avis différents aux miens. Et ça, je peux vous dire que c'est une paix intérieure très profonde. Parce que, oui, il y aura sûrement des mieux. D'accord, oui, j'étais mieux. Ça y est. J'ai pas
Non, pourquoi vous dites ça? Non, Argumenter, oui. c'est, en fait, c'est des choix, c'est des avis, on a à se respecter. Comme je respecte les gens, leurs choix, leurs pas, leur vie d'une manière générale, donc ils n'ont qu'à faire pareil. Et s'ils arrivent qu'ils n'acceptent pas, ou là, qu'ils ne respectent pas, ou là, qu'ils disent des choses en ma présence ou pas, ça ne me dérange pas du tout. En fait, comme on dit, j'ai racheté ma tranquillité. Et je sais qu'il y aura toujours ce genre de débat, ce genre de commentaires, bah, autant les accepter ou les ignorer ou la même de discuter, mais avec une manière plus zen, plus sereine. Est-ce que tu dois cette zénitude et sérénité en partie, ou peut-être encore en partie, à la méditation? Euh, en partie, pas à la totalité. Enfin, mon caractère de base, je suis quelqu'un de calme. C'est un caractère de base. Enfin, calme, ça ne veut pas dire zen, mais en fait, la méditation, en effet, en fait, c'est pas la méditation silence principalement, mais en fait, c'est le fait de se retrouver. Parce que je donnerai aussi un exemple, le fait de faire la prière, depuis mon jeune âge, depuis mon enfance, je me rappelle que je faisais la prière. Et ça, en fait, c'était aussi, comment dirais-je, c'est un autre sujet, ça va. C'était parce qu'il fallait la faire. Oui, ça devient un automatisme. C'est quelque chose qui devient automatique. Il faut le faire, même quand on est stressé, angoissé, pressé. Moi, j'ai vu des membres de la famille faire leur prière avant de sortir, vite, 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 vite. Mais je leur dis, mais c'est contre-productif ce que vous faites. Ou bien avant que le film commence. C'est voilà. quoi l'idée derrière? On dit le mot, il se dit souvent. Exactement. Je vais me débarrasser de la prière de telle heure pour pouvoir faire la cuisine, regarder mon film. Je vais me débarrasser. C'est comme s'il y a une tâche, une alarme. Attention, il faut l'enlever. Attention, attention. Mais non, c'est pas ça. L'objectif, c'est d'être apaisé, de se connecter. Donc pour moi, prière ou méditation, c'est la même chose. La méditation, c'est on se connecte à Dieu, on se retrouve avec soi, avec un moment de calme. La prière, c'est la même chose. Il y a des versets qu'il faut dire qui apaisent aussi le cœur. Il y a des mouvements qu'il faut faire qui apaisent aussi. Le fait que notre front soit lié au sol. Enfin, aujourd'hui, ils ont prouvé pas mal de choses scientifiquement, qu'il y a des énergies négatives avec l'énergie positive de l'attaque. Avant, on ne nous a pas expliqué ça comme ça. Les moments de la prière, les 5 moments, ils sont bien choisis, ce n'est pas un hasard. Chaque moment, c'est vraiment pour faire une pause. Avec tout le stress qu'on accumule, les PC, les téléphones et tout ça, chaque moment de prière, il y a une explication derrière. Mais avant, on me disait, non, il faut que tu pries, sinon tu seras puni. Ah bon? Ouais. Est-ce que Dieu, il a besoin qu'on fasse la prière pour lui? On fait la prière pour nous. Ça rejoint un peu ce que j'expliquais à mon fils il y a une semaine à peu près. Et mon fils qui a maintenant 11 ans. Déjà? Oui, il a envie de faire la prière, mais je lui ai dit, mais écoute, c'est pour toi. C'est pour toi que tu l'as fait. Il me dit, mais c'est pas ce qu'on m'a appris. On m'a dit que c'était pour Dieu. Je lui ai dit, mais Dieu, il n'a pas besoin de te voir te courber le dos pour lui. Dieu n'a pas besoin de ça. Regarde, la terre, elle tourne. Que tu fasses ta prière ou pas, il y a toujours le soleil qui se lève, il y a le soleil qui se couche. Et on n'a pas besoin de telle ou telle personne pour faire fonctionner la terre tourne, le monde tourne. Mais si tu fais cette prière, c'est d'abord pour toi. C'est ton propre développement personnel. C'est pas un cadeau que tu fais à Dieu. Dieu n'a pas besoin de cadeau. Oui, absolument, absolument. C'est un moment avec soi, en connexion avec une énergie divine. Enfin, il y a peu importe en fait les croyances religieuses. Voilà, il y a nous on appelle ça Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, d'autres personnes ils vont l'appeler autrement. Peu importe, même ceux qui font la méditation, ils croient qu'il y a une énergie mondiale, universelle. Ça revient au même au final. Voilà, ça revient au même. Mais au fond, c'est ça en fait. Prier ou faire la méditation, c'est de se ressourcer, de puiser de cette énergie qu'il y a dans le monde et de s'alimenter. Enfin, comme on dit toujours, le corps, il s'alimente, l'âme aussi.
Souvent, on oublie l'âme. Même en faisant la prière, en étant un bon musulman et en faisant la prière, on la fait mal. Mm. Donc, enfin, on fait souvent juste dire la rak'at ou la nahid aliya ou la ce genre de choses. En fait, ça fait vraiment mal. Et quand tu parles avec la personne, on juge aussi les gens par rapport à ce qu'ils font la prière ou pas. Donc, c'est un truc vraiment personnel. Ouais. Est-ce que tu as d'autres outils à proposer qui puissent permettre à toute personne qui en a besoin, je pense que tout le monde en a besoin, de se libérer davantage et d'être véritablement, de se retrouver. Voilà, la méditation, ça peut être un outil, la prière aussi, ça peut être un autre outil. Est-ce qu'il y a d'autres outils que tu pourrais nous suggérer? Comme on dit, Dalisa, que je vais traduire, donc, on se fait un café avec soi-même, ça fait beaucoup de bien. Ça peut être dans un café ou là, rien que chez soi. En fait, le fait de se retrouver avec soi-même, enfin, ça peut être que, comme tu as dit, lors de la méditation, de la prière, mais en faisant rien dans le vide, être avec soi-même. Ça peut être en lisant un livre et de plonger à travers les lignes. Ça peut être en dessinant pour ceux qui adorent ça, ça peut être en écrivant. Il y a pas mal et beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent de ça, donc qui parlent de certaines méthodes, mais en fait, chacun il trouve celle qui lui convient. Moi, ça peut être rien qu'en faisant une musique d'arrière-plan et de s'écouter, ou là, j'avais fait ça un jour, j'avais fait une musique assez ambiante, je commençais à danser, à me lâcher. Ça fait un bien fou. La respiration. Et c'est gratuit. Exactement, et c'est gratuit. De temps en temps, voilà, fermer les portes, les fenêtres, augmenter le son du volume, et voilà, éclatez-vous, relâchez-vous. Ça fait un bien fou. Je vais parler rapidement de ce manuel-là. Ça s'appelle The Artist's Way et c'est le manuel, c'est par Julia Cameron. Et au fait, voilà, donc tu parles, je ne sais pas si tu as pu lire ce livre, mais en tout cas, dans ce livre-là, elle parle de s'accorder un rendez-vous hebdomadaire avec soi. Moi-même. S'accorder une demi-heure, 1 heure par semaine pour être seul, s'écouter et vraiment voilà, laisser libre cours à son être, à sa façon d'être, à s'exprimer librement. Et c'est drôle parce que tu le dis, tu n'as pas eu besoin de lire ce livre pour le faire. Donc, à quelle fréquence tu faisais tes petits rendez-vous solo? Alors avant, je faisais la méditation presque chaque jour. Alors, la méditation, en fait, je faisais, quand je dis méditation, c'est pas vraiment la pose de yoga, non. En fait, méditer, c'est respirer, c'est d'être avec soi-même. Donc, je peux le faire assis sur ma chaise ou allongé sur mon lit. Et je mettais une vidéo avec une musique assez douce. Avant, je faisais 30 minutes, mais je voyais pas, en fait, c'est pas que je voyais pas la peine, mais je me contentais du 10. Ça me faisait autant du bien que les 30 minutes. Donc, en fait, c'est à chacun son rythme et à chacun son besoin. Parce que souvent, le fait de faire une méditation qui dure, ça fait aussi beaucoup de bien. Par exemple, la nuit, avant de dormir, quand je me mets dans mon lit, je mets une petite vidéo d'hypnose, de relaxation. Et ça me fait rêver d'ailleurs. Et puis, comme ça, je rentre directement dans mes beaux rêves. Donc, ça fait beaucoup de bien aussi. Donc, presque chaque jour, il y a une vidéo de méditation, d'hypnose qui me calme, qui m'apaise. Ça peut être des paroles, ça peut être juste de la musique. Avec toujours une bonne respiration, ça fait beaucoup de bien. D'accord. Donc, toujours, tous les jours, s'accorder un petit moment pour être avec soi-même, pour s'écouter, pour respirer, voilà, pas forcément réfléchir, mais juste être présent, être conscient de ce qu'on fait. Essayer d'être dans le vide, même si ce n'est pas évident d'être dans le vide, parce qu'il y a toujours des idées qui passent, mais ça peut être même 5 minutes, 10 minutes, pas forcément 30 minutes, 1 heure. Ça peut être que 5 minutes en train de se relaxer. J'ai essayé à un certain moment de faire des soins à la maison pour prendre soin de soi. Parce que oui, prendre soin de soi, se chouchouter, ça fait aussi beaucoup de bien.
Donc, j'essayais de faire des petits masques visage et de m'allonger pendant les 15 ou les 20 minutes du masque. Et puis, ça fait du bien. Donc, ça fait 2 en 1. Donc, ça peut être ce genre de choses et ça fait se chouchouter même à l'extérieur, aller chez l'esthéticienne ou hammam, enfin, peu importe. L'important, c'est de penser que pendant ce moment-là, c'est à moi et je me pose avec moi-même. Pendant que la dame elle vous fasse le gommage, essayez de vous vider l'esprit, de penser à ces gestes. En fait, ce que j'ai apprécié en fait dans ce que je faisais, éventuellement parlant du changement, c'est que je commençais à voir en macro, je commençais à voir les détails, je commençais à zoomer sur les événements de la vie. Ça peut être en buvant mon café, en dégustant en fait le goût de l'instant T. Ça pouvait être, d'ailleurs, je l'ai vécu dans la retraite silence. J'ai vu en fait c'est un événement marquant. Il y avait un arbre d'amandier devant la chambre où je dormais et c'était des fleurs blanches. Et un jour, en sortant pour aller marcher un petit peu, j'ai vu la pétale de la fleur changer de couleur instantanément. C'était waouh! C'était pour moi, en fait, je sais pas, une révélation, peut-être un déclic. Ça peut être ça. Et depuis, en fait, je fais très attention aux détails et ça me fait amuser parce que je savoure chaque instant, peu importe ce que c'est. Même si je suis dans la route, il y a beaucoup de klaxons et tout, je dis à mon mari, attends, c'est cool, on va papoter davantage. Donc voilà, par exemple. Donc j'essaye en fait de voir le bon côté des choses, peu importe les circonstances, et ça fait un bien fou. Donc pourtant, l'adopter, ça va beaucoup aider. Ouais, cultiver la conscience de ce qu'on fait. Si je prends une gorgée d'eau, bah, je sens l'eau passer dans ma gorge et la texture des aliments qu'on mange. Et tout souvent, on a l'habitude de manger rapidement ou en regarder ces écrans. Ouais. Ça, c'est contre-productif, au fait. On n'est pas serein. Aujourd'hui, Ouais. Aziza, tu t'es libérée du voile. Tu es toujours musulmane, hein, qu'on soit Bien clair. sûr. Tu es libérée du voile. Est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui, tu te retrouves pleinement? Est-ce que tu es enfin toi? Pleinement, oui, pleinement. Je me retrouve. En fait, la petite voix que je disais avant, qui me disait, attends, j'ai envie de dire un truc que je laissais pas mourir, mais que je laissais de côté, elle est là. Elle est devant vous, enfin, vous l'écoutez. Oui, il y a une grande partie de Aziza qui parlait, qui avait des envies, qui avait des idées, qui avait des perceptions que je négligeais. Elle est aujourd'hui présente, elle est aujourd'hui là. Et je l'admire de jour en jour. Et ça ne fait qu'un grand, enfin, c'est un grand punch, c'est un grand élan, c'est un grand événement que je suis en train de vivre, justement. Et en fait, j'ai envie de dire que sans remords, hein. J'ai envie de dire qu'il fallait que je l'écoute bien avant, mais je me dis que c'était pas le bon moment. Aujourd'hui, oui, je m'assume, je m'écoute, je suis la vraie moi, la vraie moi qui se cachait, ou là qui se cachait principalement suite aux avis, suite aux règles, suite aux interventions de l'entourage, que ce soit société, famille, culture, religion, peu importe. Donc, on dirait qu'il y avait beaucoup de calques. Je parle de calques Photoshop. Il y avait des calques quand on crée un objet, donc il y avait plusieurs calques de différentes couleurs. On n'arrivait pas à voir la beauté du tableau derrière. Donc, une fois on commence à enlever un par un, donc on arrive à contempler cette beauté et c'est une beauté intérieure, c'est la beauté de l'âme. Et quand la beauté de l'âme, quand l'âme se dévoile, se manifeste avec plusieurs façons, bien là, on se dit que oui, c'est ça. C'est l'évidence, en fait. C'est comme ça que ça devrait être. Donc, autant
profité de ça. Et effectivement, oui, ça m'a fait énormément de bien. Super. En tout cas, Aziza, merci beaucoup Merci. d'avoir accepté cette invitation, de t'être ouverte à nous. Tu m'as inspirée. Je me sens plus calme, je me sens un peu plus sereine, plus zen. Je fais même si c'est contagieux, même si c'est sur Ah oui, c'est sûr. Et je suis sûre que ça va inspirer d'autres personnes et leur donner vraiment confiance, donner confiance à cette petite voix qui est en chacun de nous, hein, souvent on essaie de l'opprimer, la supprimer, mais au fait, il faut l'écouter davantage parce que c'est la voix, la véritable voix, la véritable, enfin, notre véritable être qu'il faut vraiment écouter, sinon bah, on souffre toute sa vie, hein. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Je te souhaite beaucoup de courage pour la suite de tes projets, pour le voyage dans le Maroc. Tu me tiendras au courant Oui. de tes aventures. Et puis, tu veux partager tes réseaux sociaux pour les personnes qui aimeraient te suivre? Oui, oui, enfin, il y a pas mal de réseaux sociaux. Je suis un peu présente, enfin, présente et pas. J'étais un peu déconnectée dernièrement. Et enfin, il y a Aziza Saguer officielle, donc Aziza Saguer officielle. C'est là où je partage plus ou moins, enfin, je commence à repartager parce que je me suis juste arrêtée il y a un bon moment. Je partagerai tout ce que je fais, tout ce que je suis. Enfin, ce sera des trucs nouveaux entre ce que je fais comme design, entre des moments que je passe au quotidien, entre les positive vibes. Parce que oui, j'adorerais aussi en fait partager les bonnes idées, les bonnes vibes, les bonnes manières d'accepter soi et profiter de chaque instant de la vie. Il y a As a Dream, on va dire, c'est le projet design toujours. Et Caprice Créatif, c'est là où je partageais mes loisirs créatifs. J'adore faire tout ce qui est manuel, tout ce qui est crafting, qui est en stand-by pour le moment, mais qui sera de retour dans pas longtemps. En tout cas, je mettrai tous les liens dans la description. N'hésitez pas à suivre Aziza et n'hésitez pas non plus à nous envoyer un petit commentaire, un petit feedback sur l'épisode d'aujourd'hui. Comment ça vous a, voilà, est-ce que ça vous a inspiré, est-ce que ça vous a parlé? Encore une fois, dans le cas d'Aziza, il s'agissait du foulard islamique, mais pour chacun d'entre nous, ce fardeau-là va se traduire différemment. C'est des bagages culturelles, sociales, émotionnelles qu'on porte sur nous. Ce sont des fardeaux qui nous alourdissent, qui nous freinent et freinent vraiment l'émergence de notre véritable soi. Merci encore Aziza et puis à très bientôt. Merci beaucoup Safa pour ce beau échange et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien de partager, de dire ce qui se passait au fond de moi. Il y a des choses que je n'y attendais pas dire, donc oui, c'était vraiment spontané. Je te remercie beaucoup, je te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de courage dans ce que tu fais. Je te félicite d'ailleurs pour ces bonnes vibes que tu vas véhiculer dans le monde. Je te souhaite un grand succès. T'es gentil. Merci beaucoup et merci Allez. tout le monde d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.